Ok, donc hier on avait parlé pas mal de corps convexes et de volume. On va laisser un peu tomber côté volume pour l'instant et on va parler plus de polytopes et de découpage. Et ça va nous permettre d'introduire une algèbre des polytopes dont je vous ai parlé plusieurs fois hier, qui va nous permettre de démontrer in fine, en utilisant en fait les propriétés kählériennes qu'a montré Omid, le théorème d'Alexandre Fenchel. Donc je vais revenir un peu sur la fin de l'exposé d'Omid. Je vais quand même admettre le théorème parce qu'il n'est pas évident, mais je vais redire un peu les arguments pour le démontrer, etc. Et on va commencer par un découpage, donc un résultat assez joli, qui dit que si vous prenez un polygone et une paire de ciseaux, vous pouvez découper le polygone en un nombre fini de morceaux et le recomposer en n'importe quel autre polygone de même R. Donc là, il y a un exemple, bon celui-là est très particulier, ça s'appelle le puzzle du donné. Donc là, c'est vraiment en 4 morceaux pour aller du carré au triangle équilatéral. Donc si vous cherchez le nombre minimum de morceaux, c'est beaucoup plus dur. Mais si vous, voilà, sinon le théorème pour aller de n'importe quel polygone à n'importe quel autre, je vais vous montrer un peu les arguments principaux au tableau. Et j'entends un écho, ouais, alors, je vais mettre muet. Ouais, faut que je trouve le muet. Ah, il est là. Ah, c'est bon. Ok, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement les arguments de ce résultat. Donc, l'idée, c'est la première chose que vous faites, vous prenez un polygone, disons convexe, ça marche si le polygone n'est pas convexe, mais comme j'ai tout fait avec du convexe. La première chose, c'est que vous le triangulez. Alors, trianguler un polytope, c'est pas très compliqué, surtout un polygone, vous prenez un point au milieu et vous regardez tous les triangles de sommet, le point que vous avez choisi et de base chacun des côtés. Okay, donc là, vous avez un nombre fini de triangles. Chaque triangle, vous pouvez le découper peut-être comme ça. En un rectangle, ce que vous faites, c'est que vous prenez le milieu des deux côtés qui sont paliers de la base, vous découpez comme ça, vous faites descendre la hauteur, et ce côté-là, vous pouvez vérifier que ça, plus ça fait 180 degrés, évidemment, et que ce côté-là est égal à ce côté-là, donc vous pouvez le déplacer ici, et ça va nous faire un joli rectangle. Maintenant, c'est là où la partie un peu plus intéressante, c'est que on peut transformer n'importe quel parallélogramme en n'importe quel autre parallélogramme de même R. Donc un parallélogramme, je peux le décrire par une base de R2. Donc je vais l'écrire par A de E1 à E2. Je prends le vecteur E1, je prends le vecteur E2, et je complète en un parallélogramme comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si je prends le point E2 plus lambda E1, avec lambda appartenant à 0,1, je peux découper ici et déplacer ce morceau-là ici, le recoller là, et ce que j'obtiens, c'est par A de E1 et E2 plus lambda E1. Donc là, je peux le faire qu'avec lambda entre 0 et 1, mais en fait, je peux le faire plusieurs fois pour obtenir tout, et je peux le faire dans l'autre sens pour avoir des lambda négatifs. Donc là, je suis en train de faire des opérations élémentaires de matrice, et je peux bien sûr le faire de l'autre côté. Et autre chose que je peux faire, alors, il y a autre chose que, voilà, donc là, je peux transformer n'importe quel parallélogramme en n'importe quel autre, mais autre chose qui est intéressante, c'est que E1 de lambda plus mu E2, c'est égal à par A de E1 lambda E2 plus par A de E1 plus mu E2. Mu E2. Donc là, je suis en train de dire que si là, j'ai E1, là j'ai lambda E2 et là j'ai mu E2, je peux juste couper là et j'obtiens deux parallélogrammes. C'est plutôt l'opération inverse qui va m'intéresser. Je peux recoller deux parallélogrammes pour obtenir un parallélogramme dont l'air est la somme des aires. Donc, je prends tous mes triangles, je les transforme en rectangles. Je prends tous mes rectangles, je les transforme en un rectangle de base 1 et voilà, comme ça. Je les entasse, j'obtiens un grand rectangle, une grande tour, et celle-là, je peux la transformer en le carré de côté 1, enfin de côté la racine du volume de mon polygone de départ. Et voilà, on a démontré le théorème. Et remarquez que à partir du moment où j'ai des rectangles, j'ai juste besoin de translation. J'ai plus besoin de la rotation, je peux tout faire par translation. Alors,
Donc déjà, il y a deux remarques. Ici, j'ai mis un plus, et c'est pas très clair ce que ça veut dire, mais on commence à voir poindre l'algèbre des polygones. C'est assez naturel de dire, ok, on a envie de dire que si j'ai deux polygones en même temps, j'ai un plus. Donc en fait, je vais avoir, là par exemple, je peux faire ça avec un monoïde libre engendré par tes polygones. Donc c'est à peu près, ça va être à peu près ce plus-là qu'on va utiliser pour l'algèbre des polytopes. Ok. Deuxième chose. Il me semble que donc ça c'est un argument élémentaire qui vient de donner, mais il me semble que 4 est le plus petit, même pour le carré et enfin, la transformation qui est. Dans ce cas-là, oui. Ça c'est un truc récent. J'ai reçu une Ah bon de Princeton il n'y a pas longtemps en disant. Ça doit pas être très compliqué quand même. Ça m'a surpris aussi. Ok. Et d'ailleurs, là, c'est assez marrant d'essayer de calculer les dimensions de chacune des pièces. Un petit problème de géométrie classique. Bon, moi, ça m'amuse. Je sais pas si ça amuse tout le monde. Mais... Ok, ah bah, ça m'intéresse, je vais regarder. Et notamment, on a l'impression que la pièce bleue et la pièce jaune sont identiques, mais on voit bien à droite que c'est pas le cas. Donc ça, c'est marrant. Ok. Donc ça, c'était connu depuis longtemps, 1807, je crois. Et donc il y a Hilbert, en début du XXe siècle, donc en 1900 en fait, qui a posé 23 problèmes assez célèbres. Et le troisième, c'est de savoir si ça se généralise en dimension 3. Et en fait, c'était probablement le problème le plus simple d'Hilbert, parce qu'il y a Den, qui était un de ses anciens étudiants, je crois, qui a démontré la même année que c'était pas le cas, en introduisant un autre invariant que le volume, qui est préservé par découpage. Alors, je vais pas te donner les détails, j'ai juste une slide dessus. Voilà, donc c'est celui-là. Bon, très bien, c'est assez facile de voir que c'est un invariant. Et celui du cube, c'est 0, celui du tétraèdre régulier, c'est pas 0, donc, parce qu'il y a un nombre irrationnel qui apparaît. Donc, c'est pas vrai. L'idée de Den derrière, c'était de savoir si on pouvait définir le volume comme ça, en approchant le volume par des polytopes, et comme ça, le volume est conservé par découpage, et donc là, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, oui, il y avait une question hier. Cet invariant, il est un peu plus précis, mais il ressemble pas mal au volume mixte de notre polytope avec 2 fois la boule. Donc, il y avait une question sur l'interprétation de ces volumes mixtes. Ça ressemble un peu à ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails. B1, c'est la boule de dimension 3 et de rayon 1. Ok. Tac, non. Ça, c'est beaucoup plus tard. Oui, donc j'ai dit le volume est clairement préservé, donc ça me paraît clair. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que si je prends un polygone et que je découpe par un hyperplan H, donc j'ai un côté de l'hyperplan, c'est un demi-espace H+, l'autre côté de l'hyperplan, c'est le demi-espace H-, ça c'est mon polytope P. J'ai volume de P qui est égal à volume de P inter H+, plus volume de P inter H-. Et donc P, je peux aussi le réécrire comme étant P inter H+, ou bien, enfin, dit autrement, si je note ce côté P1 et ce côté P2, j'ai volume de P1 union P2 égale volume de P1 union volume de P2, plus volume de P2. Et donc ça, c'est presque ce qu'on va appeler une valuation. Une valuation, c'est une fonction qui vérifie ça, plus quelque chose que je vais introduire après. Donc l'évaluation, donc il y a plein de définitions de valuation en mathématiques. Là, c'est celle qui apparaît dans la théorie des polytopes. Et c'est justement les invariants qui nous intéressent quand on fait des théories par découpage comme ça, pour démontrer des théorèmes sur les découpages. Donc, l'algèbre des polytopes. Alors, là, on s'autorisait à faire des rotations. Pour l'algèbre des polytopes, ça va être à peu près le même plus, sauf qu'on va interdire les rotations, on va juste s'autoriser à faire des translations. Et en plus, on va avoir un produit, et le produit, ça va être la somme de Minkowski. Et aussi, on va quotienter par valuation. Donc, on va dire que ici, on a envie de dire que P1 plus P2, c'est égal à P tout entier. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, algèbre des polytopes, définition. Donc, je reprends mes notations d'hier. V, c'est Rn.
V étoile, c'est le dual. Donc j'ai un produit de dualité, et puis je peux identifier avec le produit scalaire standard. Donc algèbre des polytopes. Donc je vais le noter pi de V. Donc par définition, c'est le groupe libre engendré par les polytopes de V quotienté par deux idéaux, parce que c'est pas très intéressant, quotienté par translation. Alors, j'ai peut-être pas dit hier, mais si P plus, ça c'est la somme de Minkowski plus un point, c'est juste la translation par le point. Donc, je vais identifier un polytope et son translaté. Et par valuation, alors une valuation, c'est P union Q plus P inter Q égale à P plus Q si P union Q est convexe. Donc une valuation, rigoureusement, c'est une fonction qui vérifie que la fonction appliquée à l'union plus la fonction appliquée à l'intersection est égale à la fonction appliquée à P plus la fonction appliquée à Q dès que P union Q est convexe, pour tout P et Q des polytopes. Donc là, c'était presque une valuation, ça s'appelle une valuation faible. En fait, il faudrait rajouter aussi l'intersection des deux. Mais là, l'intersection des deux, c'est juste volume de P1 inter P2. Intersection des deux, c'est juste cette tranche-là qui est de volume nul, donc ça change rien. Donc le volume est bien une valuation, même dans le sens, dans le sens général. Donc voilà, je quotiente par ces deux choses-là. Et il me faut un produit. On pose P fois Q, par définition, c'est P, somme de Minkowski Q. C'est pas évident, c'est un exercice intéressant de démontrer que ce produit est compatible avec les quotients. Notamment que l'union d'une somme de Minkowski, c'est la somme de Minkowski avec l'union. Ah oui, abélien, pardon. Oui, bien sûr. Abélien. J'ai mis plus, donc c'est abélien. Alors, il y a aussi un produit extérieur qu'il faut définir, je le définirai plus tard. Il n'est pas tout à fait évident à définir. Il est même assez compliqué, à vrai dire. Donc, autre chose que j'ai... Donc, on quotiente juste par translation et on se souvient des phases de dimension inférieure. Un polytope qui n'est pas de dimension n, il n'est pas nul dans cette algèbre. Tout à l'heure, on les ignorait. Quand on faisait du découpage de polygones de tous les côtés, etc., on peut les ignorer. Ici, on ne les ignore plus. Ils vont jouer un rôle important. Donc, quelques exemples. Alors déjà, quel est le zéro ? Le zéro, c'est rien. C'est par définition, il n'y a pas de polytope. Ça serait le polytope vide en quelque sorte. Le polytope vide, si je rajoute la somme de... Oui, si je fais le produit de... Ok. Bon, le polytope vide n'est pas un polytope par définition, mais ça, vous pouvez imaginer le polytope vide et j'aurais bien que le produit avec l'ensemble vide, ça ferait zéro. C'est pas un point ? L'unité, c'est le point. Donc tous les points sont égaux par translation. Et la somme de Minkowski avec un point,
c'est égal à P plus X, donc c'est juste le translaté de P par X qui est égal à P par définition. Les puissances, on peut regarder les puissances. P puissance K, donc avec K supérieur ou égal à 0, disons supérieur à 0 pour commencer, c'est égal à P plus P, etc. On avait dit hier que c'était le dilaté de P. Et si je prends K égale à 0, P puissance 0, c'est toujours 1, c'est un point. Dilaté par 0, c'est l'origine. Et donc c'est égal à D0 de P. Donc ça va être intéressant, c'est quelque chose qui compte le nombre de polytopes qu'on a dans notre décomposition. Donc si on a un ensemble très compliqué, peut-être qu'on peut l'écrire de plein de façons différentes, mais si j'applique des zéros, je sais que la somme des coefficients, en gros, va toujours être la même. Si je peux, enfin, peut-être que je peux l'écrire P plus Q moins R, peut-être que je peux l'écrire S, avec tout ça des polytopes, mais je pourrais jamais l'écrire T plus U, parce que je sais que si j'applique des zéros, ça va me donner 1, ça va me donner 1, mais ça va me donner 2. Or, des zéros, c'est une valuation, on peut démontrer. Donc des exemples de valuation, il y a le volume, je l'ai déjà dit. Donc les valuations, là ce que je veux dire par valuation, c'est un morphisme bien défini de domaine, l'algèbre des polytopes. Donc valuation stable par translation. Il y a le volume, il y a toutes les dilatées, des lambda réels quelconques, même négatifs, ça va marcher. Donc notamment des zéros, qui est assez intéressant. Il y en a il y a des transformations affines. Ok, si vous faites une transformation affine de votre algèbre de polytopes, c'est bien un morphisme. Il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être des isomorphismes quand même. Non, je pense que toutes les transformations affines fonctionnent. Il y a aussi des choses un peu plus exotiques. F de U, je prends la face dans la direction U. Ça va me diminuer ma dimension de 1. Enfin, parfois de 1, parfois de plus. Enfin, voilà. Alors, des lambdas, c'est même plus intéressant que juste une valuation. C'est un morphisme d'algèbre. J'ai d lambda de P fois Q. C'est égal à d lambda de P plus Q par définition. C'est égal à D, vous pouvez vérifier facilement avec la définition de la somme de Minkowski, c'est d lambda de P fois d lambda de Q. Donc c'est égal à d lambda de P fois d lambda de Q. Et bien sûr, ça passe à la somme, etc. Et donc on a déjà vu aussi que le volume de d lambda de P, c'est égal à lambda puissance n volume de P. Donc le volume est en quelque sorte n homogène. Ça va? Donc je vais faire des exemples. Alors pour faire des calculs, c'est assez agréable de considérer les polytopes ensemble, dans le même espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt sommer leurs fonctions caractéristiques. Donc par exemple, si je veux considérer ça, plus ça, plus ça, plus ça, le point, donc je vais mettre 1. Je vais les considérer ensemble en regardant la fonction caractéristique. Donc par exemple, je vais pouvoir écrire carré plus triangle. Je vais le placer ici, le point je vais le placer ici, la droite je vais le placer ici. Mais ça va être aussi égal, comme j'ai le droit de translater le tout, à quelque chose comme ça. Et donc là, le poids est 2 ici, parce que j'ai sommé les fonctions caractéristiques. Et là, le poids est 2 aussi, parce que j'ai sommé les fonctions caractéristiques. Je peux le faire formellement, mais je n'ai pas spécialement envie. Mais, Ok. J'ai dit, j'ai envie de considérer une somme dans tous les polytopes de ma somme dans le même ensemble. Donc du coup, à la place, je vais plutôt regarder les fonctions caractéristiques des polytopes, et je vais additionner les fonctions caractéristiques vraiment, avec le plus des fonctions. Donc je peux écrire cette somme-là comme la fonction ici, donc c'est une fonction qui va de V dans Z. Et je vais identifier cette fonction et cette fonction-là, parce que j'ai juste translaté mes fonctions caractéristiques.
Donc on peut aussi faire d'autres exemples. Par exemple, si je prends carré moins segment moins 1, je vais pouvoir le représenter comme ça. Donc quand je mets des pointillés, ça veut dire que le poids est 0. Et quand je mets des ronds, ça veut dire que le poids est 0 aussi. Et donc il faut aussi que j'enlève le point, donc ça va être ça. Et donc là, au milieu, c'est plein. Hein. Je peux aussi le représenter comme ça. Donc là, par contre, le poids est moins 1. Donc je mets quand même un rond vide parce que c'est négatif, mais voilà. Donc en fait, je peux... Donc il y a un théorème qui dit que cette notation est non ambiguë. C'est pas tout à fait évident, mais ça se démontre. Donc en fait, je peux représenter un élément de l'algèbre des polytopes par un ensemble. Par exemple, si je regarde l'ensemble qui est l'intérieur de ce triangle, donc tous les ensembles, ça va pas fonctionner pour tous les ensembles, mais typiquement ça va fonctionner pour ce que vous pouvez penser être des polytopes semi-ouverts, donc j'ai le droit d'enlever quelques faces. Ça va représenter un élément de l'algèbre des polytopes qui est triangle, moins j'enlève les trois côtés, j'enlève ce côté-là, j'enlève ce côté-là, j'enlève ce côté-là. Mais là, il y a les sommets. Voilà, exactement. Ce sommet-là, je l'ai enlevé deux fois, je l'ai enlevé depuis quand j'ai enlevé ce côté-là et quand j'ai enlevé ce côté-là. Celui-là aussi, je l'ai enlevé deux fois, celui-là aussi, je l'ai enlevé deux fois. Alors qu'il fallait que je l'enlève qu'une seule fois, donc il va falloir que je réajuste en mettant plus 3. Ok, donc c'est des fonctions caractéristiques. Vous pouvez faire ça avec inclusion, exclusion, fonction de Mobius, etc. Bon, là, les fonctions de Mobius valent juste 1 et moins 1, je crois, donc c'est pas très intéressant. Mais... Donc parfois, je vais décrire un élément de l'algèbre des polytopes par l'ensemble, par un ensemble dont la fonction caractéristique de mon élément est égale à la fonction caractéristique de cet ensemble. Notamment, quelque chose qu'on a démontré tout à l'heure, c'est que si vous prenez un parallélogramme semi-ouvert, ça veut dire que je prends juste un sommet et toutes les faces qui appartiennent à ce sommet, et toutes les autres, je les enlève. On peut les découper et obtenir n'importe quel autre parallélogramme semi-ouvert de même volume. Donc, c'est exactement la même démonstration de tout à l'heure, il faut juste faire un peu plus attention, parce que justement, il ne faut pas ignorer les faces de dimension inférieure. Et donc ça va être vrai en dimension supérieure. Les parallélotopes, donc la généralisation de ça en dimension supérieure, sont tous égaux dans l'algèbre des polytopes. Semi-ouverts sont tous égaux dans l'algèbre des polytopes à condition qu'ils ont le même volume. Alors, quand on fait le produit, donc là, j'ai pas encore parlé du produit. Le produit, il faut bien faire attention. Il a été défini comme la somme de Minkowski uniquement sur les polytopes. J'ai pas le droit de le faire pour deux ensembles quelconques. Donc, un contre-exemple, c'est ça. Si je regarde ça multiplié par ce segment semi-ouvert, c'est égal par définition à... Donc, le produit est bien sûr prolongé par distributivité. À ça fois ça moins 1. Le segment fois le segment, c'est la somme de Minkowski, ça va faire un segment de taille 2. Donc ça, c'est taille 2. Et après, j'enlève ce segment-là. Donc c'est égal à un segment semi-ouvert. Bon. Et par contre, si je faisais la somme de Minkowski, des deux, c'est pas du tout pareil, ça serait le segment, enfin, c'est le segment semi-ouvert, mais de taille 2. Donc j'ai pas le droit de faire la somme de Minkowski sur les ensembles, j'ai le droit de le faire que sur les polytopes. Et donc oui, le 0, quand je disais 0 tout à l'heure, ça devrait être l'ensemble vide, maintenant ça a un sens. Le 0, c'est vraiment l'ensemble vide. C'est l'élément dont la fonction caractéristique est la fonction caractéristique de l'ensemble vide. Ok, alors on va faire un exemple un peu plus intéressant qui va commencer à nous montrer que cette algèbre a en fait beaucoup de bonnes propriétés.
j'ai envie d'essayer de voir si je peux diviser un triangle par 2. Est-ce qu'il existe un élément tel que cet élément x2 est égal à ce triangle? Alors la réponse est non. Pourquoi? Parce que si j'applique D0, donc si ça c'était égal à 2 fois un élément alpha, je peux appliquer D0 des deux côtés. Là ça ferait 1, et donc là ça ferait 1 aussi, donc ça voudrait dire que D0 de alpha c'est égal à 1,5. Mais D0 il a valeur dans Z, puisqu'il vaut 1 sur chaque polytope. Donc c'est pas possible. Donc on va plutôt essayer de regarder si je peux définir triangle moins 1 divisé par 2. Alors là, il y a une façon de faire. Je vais le refaire ici plus grand. C'est pas celle-là qui va m'intéresser parce qu'elle généralise pas très bien. Mais une façon de faire, c'est de découper ce parallélogramme-là. Là, j'ai... Et donc en semi-ouvert, ça ferait quelque chose comme ça. Et donc du coup, ce parallélogramme est très facile à couper en deux, il suffit de le couper au milieu. Et donc là, j'ai bien découpé en deux parties. La première partie, c'est lui plus lui, et la deuxième partie, c'est lui plus lui. Et il y a un point en trop ici, enfin en fait, il faut enlever le... Enfin voilà. Ce point-là, il est compté une fois de trop, c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Mais comme cette partie, ça c'est égal à ça, et ça c'est égal à ça, on a bien réussi à le découper en deux morceaux. Ça va? Quand tu appliques D0 c'est un morphisme de l'algèbre des polytopes dans Z. D0 d'un polytope, c'est toujours 1. Donc D0 de triangle sur 2, ça devrait être 1,5. Mais 1,5, c'est pas dans Z, donc c'est pas possible. Donc il n'y a pas de... Tu peux rajouter Z par Q, mais c'est intéressant justement, ça c'est intéressant. Et c'est quand même très joli parce que là on a vraiment pris le groupe abélien libre sur les polytopes et il se trouve que c'est une algèbre. Bon, en fait c'est presque une algèbre, on va le voir parce que justement il y a ce Z qui est là. Mais ce Z a un sens, il a vraiment un sens, il y a la fonction caractéristique de l'air point carré derrière, etc. Donc c'est intéressant, c'est un peu pénible, mais c'est intéressant de le considérer. Donc c'est pas cette découpage-là que je vais considérer. Ce que je vais plutôt faire, c'est de le découper en des triangles plus petits, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de faire ça bien. Ok, je vais le refaire. Non, ça va pas du tout. Ok, désolé. Tac, 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 tac. Ok, désolé. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir ce qui est semi-ouvert ou semi-fermé, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la base, le segment du bas. Ce triangle-là, je vais le considérer semi-ouvert en bas. Et ce triangle-là, je vais le considérer semi-fermé en haut, disons. Donc tout le reste est... oui, c'est ça. Donc, voilà. Et tous les triangles de la même sorte sont de la même façon. Et donc il faut que je rajoute le segment en bas. Voilà. Et puis j'ai enlevé... Il me manque encore un point, mais comme j'ai pris -1, c'est bon. Celui-là, il est facile à couper en deux. Je le coupe au milieu. Et maintenant, j'ai 6 triangles verts et 10 triangles rouges. Donc le triangle semi-ouvert, c'est égal à... Donc en fait, c'est les nombres triangulaires. C'est égal à 2 parmi 5, donc ça fait 4 plus 1, fois donc la dilatation par un quart de ça, plus 2 parmi 4 fois la dilatation par un quart de ça. Non, là c'est ouvert. Et plus généralement, je peux remplacer le 4 par n'importe quel K. Et là, je vais avoir K, et là, je vais avoir K plus 1.
Et donc, exercice, pour un cas astucieux, c'est divisible par n'importe quel, par ce que je veux, par n'importe quel Q. Pour tout Q, il existe un cas tel que c'est divisible. C'est K égale factoriel 2 fois Q, en fait. Et donc ça se fait en dimension supérieure. À la place d'avoir les nombres triangulaires, vous allez avoir les nombres tétraédriques, je suppose. Donc ça sera D3 par mi-K, 3 par mi-K plus 1, 3 par K mi-K plus E. En plus, ça, c'est aussi un polynôme en K, donc homogène de degré et la dimension de mon triangle. Donc voilà, plein de choses qui se passent. Et donc l'astuce pour découper proprement, c'est de faire vous mettez votre simplex semi-ouvert dans la diagonale d'une dimension de plus. Donc l'hyperplan somme des coordonnées égale 1. Et vous faites le pavage avec des cubes. Et vous regardez l'intersection. Donc en fait, ce qui va apparaître, c'est pas forcément des triangles. Ça va être des tranches du cube, des tranches diagonales du cube. Et donc vous allez avoir les coefficients binomiaux qui apparaissent. Et vous pouvez démontrer que n'importe quel simplex, vous le décomposez en moins un point, vous le décomposez en simplex semi-ouvert, en enlevant la base par récurrence. Et après, vous le décomposez en petits triangles plus petits comme cela, et vous allez réussir à le diviser par n'importe quel Q. Donc en fait, on obtient... Et donc, maintenant, vous prenez un polytope moins un point. C'est pas tout à fait évident, mais vous pouvez le décomposer en simplex. Enfin, vous pouvez faire la triangulation. Par récurrence, vous triangulez les facettes, puis vous prenez un moins au milieu, etc. Ensuite, vous faites une inclusion, exclusion, etc. Bref, vous arrivez à le décomposer en somme de semi-simplex. Et comme vous pouvez décomposer chacun des termes par Q, vous pouvez diviser le polytope par Q. Donc là, j'obtiens une Q algèbre. Je peux diviser par Q. Un truc que j'ai pas dit, il n'y a pas de torsion dans l'algèbre des polytopes pour le démontrer. Voilà. Donc, il y a l'existence et l'unicité. Puis pour l'unicité, il y a des choses intéressantes, c'est que ce polynôme, en fait, les deux polynômes là sont indépendants, donc on peut revenir en arrière. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont cachées là-dedans. Je peux pas donner tous les détails. Donc là, tu as fixé l'espace ambiant. Si on regarde l'union de tous les espaces vectoriels sur qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aussi en algèbre infinie. Bah oui. Bah, tu as une inclusion de pi de v dans pi de Rn dans pi de Rn plus 1. Et... Enfin voilà, ça a l'air d'être une limite inductive normale. Pas de... Ouais, ça se passe bien. Alors il y a une autre propriété que je ne vais pas démontrer, mais qui se démontre à peu près de la même manière. D0, ça suffit pas pour montrer qu'il n'y a pas de torsion. Si tu appliques D0. N fois D0 de N fois, je sais pas comment tu les appelles, alpha. Pas de torsion, c'est vraiment... Bah, c'est qu'il n'y a pas de multiple trivial, là. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Mais si ton D0 de ton P... N fois D0. Ouais, mais si D0 de alpha, c'est 0. Est-ce que... Et le seul qui... Non. Il y a plein de alpha dont le D0 est 0. Donc peut-être, hein, mais ça me paraît pas tout à fait évident. C'est pas grave, continue. Puis j'ai l'impression que dans... Ok, donc tout ça, c'est dans un article de Macmullen de 89. Et ça, c'est pas compliqué, hein, la preuve de... Mais ça, c'est non trivial. Enfin, ça utilise des arguments comme ça. Quand même. Donc, je suis pas sûr. Oui, donc autre chose qu'on va admettre. Donc là, j'ai dit que pour tout Q dans Z étoile, P-1 de Q existe en gros. Et autre chose, c'est P-1 puissance n plus 1 est égal à 0. En fait, c'est P-1 puissance la dimension de P plus 1 est toujours égal à 0. Donc ça se démontre, c'est dans mon texte, vous développez ça, vous obtenez une somme de produits de coefficients binomiaux qui fait 0. Vous pouvez démontrer par double comptage, par plein de choses. Oui, mais ça c'est pour tout P. P c'est toujours un polytope. Et en vrai, ça marche dès que D0 pour tout un élément alpha tel que D0 de alpha est divisé par Q, ça marche. Alors, il y a plein d'autres propriétés dans cette algèbre. En fait, c'est une algèbre graduée. Pi de V, c'est la somme des pi de IV pour I allant de 0 à n.
où pi de IV, c'est les éléments alpha homogènes. C'est-à-dire que quand je fais la dilatation par K, K positif, ça revient à multiplier mon élément par K puissance I. Donc notamment, si vous regardez pi n de V, celui de dimension maximale, dedans il y a tous les parallélotopes. Enfin, donc par exemple cet élément-là, il est dans pi 2. Il est dans pi 2, si je dilate par 2, je vais avoir 4 fois le parallélotope qui va apparaître. Donc en fait, celui-là, il est décomposable parce que vous décomposez le polynôme ici. Et le coefficient de degré 2, ça va être son élément dans pi 2. Le coefficient de degré 1, ça va être son élément dans pi 1, etc. Pi 0, c'est exactement Z, c'est exactement l'image de D0. C'est juste 1, c'est engendré par 1. Pi n, c'est juste R, et c'est donné par le volume. En fait, c'est R fois le parallélotope maximal. Un élément générateur, c'est le parallélotope maximal, et comme ils sont tous égaux, c'est bon. Enfin, tous ceux de même volume. Donc le parallélotope de volume 1, disons. C'est une algèbre graduée, c'est assez évident parce que dk est un morphisme d'algèbre. Donc si je prends un élément de PI et un élément de PJ, alpha et bêta, si j'applique dk de alpha fois bêta, ça va faire dk de alpha fois dk de bêta, ça va faire k puissance i alpha fois k puissance j bêta, ça va faire k puissance i plus j alpha bêta. Comme pour les polynômes, un polynôme homogène de degré i et un polynôme homogène de degré j, ça fait un polynôme homogène de degré i plus j. Alors c'est presque une algèbre, donc ça c'est... Je sais que d puissance k alpha, c'est égal à k puissance i alpha si k appartient à n et alpha appartient à pi i. Donc maintenant, si lambda appartient à R strictement supérieur à 0, donc supérieur ou égal à 0, j'ai envie de poser lambda alpha, c'est égal à d puissance racine de i lambda de alpha. C'est naturel, si j'applique la même formule, ça me donne la même chose. J'ai pas le droit pour lambda négatif parce qu'un triangle et son retourné, c'est totalement différent, c'est pas du tout le même élément. Donc pour alpha négatif, ben, je mets un moins, voilà. Donc ça c'est naturel, mais c'est pas du tout évident de montrer que ça respecte que lambda de alpha bêta c'est égal à lambda alpha fois bêta c'est égal à alpha fois lambda bêta. Pas du tout évident, c'est très technique et voilà. Donc c'est dans le texte de Macmullen, mais il y a une formule que j'adore, c'est vous prenez un polytope, le triangle par exemple. Maintenant vous le retournez, vous appliquez d-1 et vous prenez son intérieur relatif. Il n'y a pas très bien cette craie. Et vous faites -1 puissance la dimension. Donc la -1 au carré. Le produit, c'est égal à 1. Vous pouvez faire le calcul dans ce cas-là. La preuve n'est pas du tout évidente, mais voilà, c'est très joli. Vous prenez un polytope, vous prenez le polytope renversé, vous prenez l'intérieur, vous faites -1 puissance quelque chose, c'est son inverse. Moi, j'adore. Et en fait, c'est assez profond, c'est relié à par exemple, à la théorie d'Erhardt. Le nombre de points dans le polytope, c'est un polynôme, et si vous évaluez le polynôme en -1, vous allez compter le nombre de points dans l'intérieur. Enfin, il y a vraiment pas mal de théories qui est reliée à ça. Le fait que tout élément dont D0 n'est pas 0 à un inverse, découle du fait que les éléments dans le noyau de D0 sont nilpotents. Je vais le démontrer. Enfin, l'existence de l'inverse, je vais le démontrer. Le fait que l'inverse c'est celui-là, c'est plus compliqué et c'est l'exercice tout à la fin de mon texte qui est clairement pas assez détaillé et qui ressemble pas mal à l'énoncé de Hume Caesar dont je parlais hier. Donc j'aimerais bien en fait voir la décomposition de P. Et ce que je vais faire, c'est que je vais introduire le logarithme de P. Pourquoi pas.
Mais comme je sais que P-1 puissance n plus 1 égale à 0 et que P-1 est divisible, ça je vais juste le définir comme étant log de 1 plus P-1, et maintenant je peux appliquer la série entière. Ça fait P-1 moins P-1 carré sur 2, plus etc., plus moins 1 puissance n, P-1 puissance n sur n, et puis tous les autres termes sont nuls parce que P-1 est quasi nilpotent, la puissance n, enfin P est quasi nilpotent. P-1 puissance n plus 1 égale à 0. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce que si j'applique log de P dk, la dilatation par k, c'est un morphisme d'algèbre. Donc ça va rentrer dans chacun des termes ici. Donc je vais avoir un dk qui va apparaître devant le P ici, et un dk qui va apparaître devant le 1, mais dk de 1 c'est 1, donc je peux l'enlever. Donc je vais avoir un dk qui va apparaître devant chaque P. Si je développe tout en morphisme d'algèbre. Donc c'est égal, je peux le rentrer à l'intérieur du log en fait. C'est égal à log de dkp. Mais log de dkp, on a vu que c'est p puissance k. Mais log de p puissance k, c'est vrai formellement, donc là ça va fonctionner, c'est log de p. K log de p. Donc log de p appartient à xi1. À pi1, pardon. Alors est-ce que vous voyez la suite? Comment je fais pour décomposer P maintenant? Donc le log de P, il est divisible par P-1. Donc si je note P, petit p égale log de grand P, donc P-1 divise petit p, donc P puissance n plus 1, c'est égal à 0, à cause de ça. Donc je peux appliquer exponentielle. Et exponentielle de P, c'est égal à 1 plus P carré sur factoriel 2, plus etc., plus P puissance n sur factoriel n. Mais on avait montré le point 4, rapidement, que c'est une algèbre graduée. Ça, on a vu que c'était dans pi1. Donc P fois P, c'est dans pi2. Et ça, c'est dans pi n de V. Et bien sûr, 1, c'est dans pi0. Or, exponentielle de P, c'est exponentielle de log de P. Formellement, si vous décomposez tout, vous ne pouvez trouver que P. J'ai décomposé P en chacune des parties des pi de V. Quand le log de P est nilpotent, ça induit une filtration sur la clé des producteurs. C'est quoi? Ça donne quoi? Oui, bah, c'est la somme des pi de V des pi j de V pour j supérieur ou égal à i. Enfin, je suppose. C'est ça que tu veux dire? Ça donne les parties. Bah, P-1, et il n'y a plus que la partie pi1, pi2, pi3, pi4. Tu la mets au carré, ça fait la partie pi2, pi3, pi4, etc. Donc c'est ça, oui. Alors, on reste un quart d'heure, ok. Ok, alors maintenant on va revenir à ce dont on avait parlé hier. Donc le volume, c'est n homogène, donc en fait il va s'annuler sur toutes les parties qui ne sont pas n homogènes. Donc le volume il est nul là-dessus, il est nul là-dessus, il est nul là-dessus. Il est juste non nul ici, donc le volume de P, en fait c'est égal à 1 sur n factoriel n de volume de P puissance n. Ça se démontre très facilement, si vous le faites ici, vous appliquez la dilatation par K. D'un côté, vous allez avoir un K carré qui sort. De l'autre côté, le volume il va faire sortir un K puissance n. K carré, c'est différent. Enfin, K puissance i égale K puissance n, donc i égale n. Donc maintenant, je veux m'intéresser au volume de P1 fois de D lambda 1 P1 fois etc. fois D lambda K PK. Avec lambda 1, lambda k strictement supérieur à 0.
Donc ça, c'était le volume mix qu'on avait vu hier, enfin le polynôme qui se décompose en volume mix qu'on avait vu hier. Mais ça, c'est juste volume de exponentielle de log de des lambda 1 et 1 plus etc. Mais ça, on a vu que c'était juste lambda 1 petit p1 ou petit p1, c'est log de grand p1. Le log, il est 1 homogène, on peut sortir le d lambda 1. Lambda 1. Donc c'est égal à volume de exponentielle de lambda 1 p1 plus etc. plus lambda n, lambda r, pr. K, c'est K. Donc si j'appelle cet élément-là A, t'avais une question, t'as dit? Non? C'est bon, ok. C'est égal à volume de 1 plus A plus etc. plus A puissance n sur factoriel n. Mais A, c'est une combinaison linéaire d'éléments dans pi1. Donc ça, c'est dans pi1. Ça, c'est dans pi n. Et le volume va tuer tout ce qui n'est pas de homogène de degré n. Donc c'est égal au volume de an sur factoriel n. Donc maintenant, si je réécris A sous cette forme-là, c'est égal à somme des I1 égale 1 à K, etc. IN égale 1 à K des volumes de PI1 fois etc. fois PIK sur factoriel n fois lambda I1 n, lambda I1, etc. lambda IN. Et on retrouve ce qu'on avait hier. Ça, j'appelle ça le volume mixte. De P1, de PI1, etc., PIN. Pardon, bien sûr. Et donc il y a le 1 sur n factoriel qui apparaît ici. Voilà, donc je pense pas que ça éclaire beaucoup ce que veut dire le volume mixte, mais... Et donc en fait tout ça c'est lié à ce qu'a présenté Omid tout à l'heure. Ça c'est le degré de... ça c'est en gros des éléments de A1 et ça c'est en gros le degré du produit des éléments de A1. Enfin, voilà, tout ça c'est lié. En fait c'est exactement la même chose. Vous pouvez regarder mon texte. Toute la partie 3 c'est à peu près ce qu'a fait Omid ce matin et donc il y a vraiment une correspondance entre les fonctions, entre l'anneau de l'algèbre de Chow et l'algèbre des polytopes, ils sont isomorphes. Dans le cas complet. C'est l'algèbre des fonctions polynomiales par morceau quotientées par les formes linéaires qui est isomorphe à l'algèbre des polytopes. Et quand on restreint, comme je vais l'expliquer là, on obtient l'algèbre de Chow. Mais moi j'appelle ça l'algèbre de Chow le tout. Donc, Ok, donc maintenant on voudrait aussi démontrer Alexandre Fenchel. Et donc je vais revenir un peu sur ce qu'a dit rapidement Omid. On ne va pas démontrer les propriétés keylériennes, mais donc la façon dont on fait pour les démontrer, c'est une récurrence qui a... Le principe est assez simple. Donc Omid a présenté l'éventail normal. Si j'ai un polytope, je peux regarder son éventail normal. C'est l'ensemble des directions qui donnent la même face, en gros. Donc le triangle et son éventail normal est à droite. Ça va, je peux ne pas revenir dessus. Donc si j'ai P, je vais noter son éventail normal, sigma P. Il y a autre chose qu'il faut que j'introduise, c'est un polytope simple. Omid, c'est restreint au cas des éventails dont tous les cônes sont simpliciaux. A priori, pour un polytope, c'est pas forcément le cas.
on dit que c'est le cas quand P est simple. Donc, si vous prenez P de U bar A bar, avec U bar qui engendre positivement V étoile, etc., avec A bar générique, vous allez avoir une propriété très spéciale qui est que chaque sommet, donc si je pose P, il y a ça, chaque sommet de P appartient à exactement n facettes. Vous allez avoir votre polytope, je prends des distances génériques des facettes. Il n'y a aucune chance qu'il y ait n plus une facette qui s'intersecte. N plus un hyperplan, ça ne s'intersecte pas de manière générique. Donc les facettes, chaque point appartient à au moins une facette. Et ça va appartenir à exactement une facette. Donc ce cas-là, je vais l'appeler simple. Je veux dire que P est simple. Pas quand il est exactement, quand chaque sommet a exactement une facette. Donc par exemple, c'est le cas du cube. Bien que le cube soit pas générique, chaque sommet appartient à exactement 3 facettes. Et donc le dual, c'est les éventails simpliciaux, dont tous les cônes sont simpliciaux, dont tu as parlé au milieu. Donc là, on reprend l'exemple du toit. Le toit, il est simplicial à gauche. Il est simplicial à droite, mais au milieu, on a un cas dégénéré où il y a un sommet qui appartient à 4 facettes, la pyramide à base carrée. Donc il n'est pas simple. Donc, les propriétés keylériennes, elles sont très simples à démontrer pour le simplex. Le simplex, c'est la généralisation du tétraèdre. Donc, le triangle tétraèdre, c'est vraiment le polytope le plus simple. Donc, on aimerait se ramener depuis n'importe quel polytope simple au cas du simplex. Pour ça, on va faire des choses qui s'appellent des éclatements et des fusions. Donc, au niveau des éventails, éclatement, c'est plutôt un sens au niveau des éventails. Je pense que ça se voit mieux dans le cas de ce qui se passe pour les polytopes. L'éclatement, c'est vous prenez une nouvelle facette et vous la faites apparaître. Donc là, par exemple, je fais apparaître une nouvelle facette au niveau du segment en haut, tout à gauche. Vous avez le trait rouge, je fais apparaître une nouvelle facette. Ça s'appelle un éclatement. L'inverse, ça s'appelle une fusion. Je l'appellerais à couper le fromage à la française. Donc en fait, si vous avez un polytope simple et que vous le faites au niveau d'un sommet, ce que vous allez voir, c'est un triangle. Dans ce cas-là, c'est un simplex. Donc c'est très simple. Dans le cas des polytopes simples, cette opération donne des nouvelles faces qui sont très simples. Donc en fait, on comprend très bien cette opération, comme on comprend très bien le simplex. Donc si on arrive souvent, typiquement pour les propriétés keylériennes, si elles sont vraies pour le toit, elles vont être vraies quand je vais rajouter cette nouvelle face. Donc les propriétés keylériennes sont préservées par éclatement et par fusion tant que je reste simple. Et vous voyez l'astuce que je fais là, si vous prenez si je passe en haut, je vais avoir un problème, à un moment je suis plus simple. Mais si je coupe le segment avant et que je passe par en bas, je reste simple et j'arrive quand même à aller de l'un à l'autre. Donc ça va être ça l'astuce pour rester simple. Et après l'astuce pour aller de n'importe quel polytope au simplex. Preuve par l'exemple. Je prends un polygone quelconque et je vais dessiner un simplex à l'intérieur qui est générique. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une face qui est parallèle à l'un des côtés du triangle et je vais la baisser tranquillement. Donc je vais avoir un éclatement au début. Et après, je vais avoir un flip, c'est-à-dire l'opération qui est en haut pour le toit, mais je peux la transformer en faisant un éclatement puis une fusion en une série d'éclatements et de fusions tout en restant simple. Et je vais faire une fois que j'ai abaissé celle-là, je vais faire pareil en abaissant cette facette-là, etc. Et à chaque fois, je vais avoir juste des éclatements et des fusions grâce à cette opération-là. Donc je peux bien passer de n'importe quel polytope à un simplex en faisant ce genre de choses. C'est vraiment l'algorithme, il marche, et bon, il faut faire plein de détails, mais voilà. Et donc comme les propriétés keylériennes sont préservées par toutes les opérations que j'ai faites, j'obtiens les propriétés keylériennes pour n'importe quel polytope à partir des propriétés keylériennes pour le simplex. Donc dans le cas d'Omid, c'était un peu plus compliqué, il y avait en plus les modifications tropicales, parce qu'il y a des éventails dont l'union des faces ne sont pas tout ARN. Mais dans ce cas-là, c'est un peu plus simple.
Et donc les propriétés kählériennes qu'a énoncées Omid tout à l'heure, je les réécris ici dans un cadre un petit peu plus général. Alors le premier point, on n'en a pas parlé, ça dit simplement que donc vous avez P, un polytope, sigma P c'est son éventail dual, et vous aviez l'anneau de Chow qui a défini Omid, sigma P, comme P est simple, ça marche. C'est exactement ce qui est écrit là. Et en fait, cet anneau, il est isomorphe à la sous-algèbre de l'algèbre des polytopes qui est engendrée par tous les polytopes dont l'éventail dual c'est lui. Donc typiquement, si je prends cet éventail dual là, je vais avoir ce trapèze là, je vais avoir ce trapèze là, je vais avoir ce trapèze là. Ils ont tous cet éventail là. Donc je prends tous ces polytopes là et je regarde la sous-algèbre qu'ils engendrent. C'est elle. Ça va être isomorphe à l'algèbre qu'a défini Omid, donc c'est une algèbre finie, assez simple, etc. Le premier point, je ne vais pas rentrer dans les détails, il dit que on peut retrouver, en comprenant cette algèbre, on peut comprendre le nombre de faces de toute dimension de ça, et ça permet de démontrer des théorèmes très forts sur la caractérisation du nombre de faces des polytopes simples. Notamment si vous regardez en x égale 0, à gauche, vous allez avoir dimension de pi de 0 de sigma, c'est 1. Et à droite, vous allez avoir la somme des fi moins 1 puissance i. Donc la somme alternée du nombre de faces de dimension i, et ça, c'est la caractéristique de l'air à point carré. En dimension 2, c'est la formule de l'air, le nombre de faces moins le nombre de sommets est égal au nombre d'arêtes plus 2. Il y a un 2 qui apparaît parce qu'il faut aussi compter les polytopes de dimension 3 pour obtenir 1. Donc voilà. Le deuxième, c'est la dualité de Poincaré qui nous donne aussi plein d'informations sur les faces. Le troisième, Omid en a parlé, pareil, ça nous donne plein d'informations sur les faces. Et donc moi, je vais plutôt regarder le quatrième, qui est probablement le plus compliqué à comprendre. J'ai juste une question pour la première relation. Est-ce que tu peux le démontrer directement avec où il faut faire par... voir en fait comment le faire avec Decathlon et la... Oui, on fait comme ça. Est-ce que ça découle directement de ce que tu as raconté sur les logs, tout ça? Tu dois le faire aussi par... Tu sais rien sur les faces avec le log. Le tout premier ? Tout premier, je sais pas comment il fait Macmillan, on peut regarder, mais... Après, je connais une preuve directe, mais tu rajoutes un simplex, donc le simplex, tu sais combien il y a de faces. Donc c'est un peu plus général qu'Omid. Omid, il prenait un seul élément. Ah oui, donc j'ai oublié de dire, là, les PI, c'est des logs de polytopes, dont le polytope, son dual, c'est exactement sigma. Omid, il prenait des éléments amples, convexes, c'est la même chose. Ça, c'est exactement c'est quoi le petit L que tu avais pris. Sauf qu'Omid, il en prenait qu'un seul. Moi, je me permets d'en prendre différents. À la place d'avoir juste un seul L, je peux en prendre L1, L2, etc. Ça change rien. Le théorème reste vrai. Ok, bon. Prenons k égale 1 et k égale 0 et on va regarder ce qui se passe. Donc si je prends k égale 0, j'obtiens volume de P1, etc. P de n, Pn. Donc c'est une forme bilinéaire sur R puissance 0. Pas très intéressant, mais ça me dit quand même que c'est positif. Parce que la forme bilinéaire sur R0 qui est définie positive, elle est positive. Je suis en train de dire des c'est bizarre ce que je dis là, non Donc on obtient que sur n, donc on obtient ce théorème en k égale 0, il nous dit ça. Le volume du produit des PI est supérieur ou égal à 0. Or ça c'est factoriel n fois le volume mixte de P1, Pn. Donc il nous dit juste que le volume mixte était positif, ce qui faisait partie de du théorème d'hier, et qui n'est pas du tout évident a priori. En k égale 1, c'est un peu plus compliqué. En k égale 1,
Donc j'ai une forme bilinéaire qui est volume, qui a alpha bêta associe volume M de P1, etc. Pn-2 alpha bêta. Volume, pardon. Et donc je sais que ça, c'est défini négatif sur le noyau de cette application. Où cette application, elle va de pi1 dans pi-n. En fait, avec le théorème de la chaise difficile, on peut montrer que c'est surjectif. On sait que ça, c'est isomorphe à R. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le noyau, c'est un hyperplan. Donc, elle est définie négative sur un hyperplan. Mais parce que j'ai dit ici, si je prends alpha égale bêta égale petit p, c'est, si je mets p et p ici, ça va être strictement positif. Donc elle est définie négative sur un hyperplan, et pour 1p, elle est positive. Donc sa signature, c'est forcément moins, plus. Là, on commence à voir poindre ce qu'il raconte Arnaud. Donc maintenant, si je prends Radlett-Shetz, ça ressemblait beaucoup à ça, sauf que j'avais pris un élément P et un élément Q. Donc si je restreins la forme bilinéaire qui est là à l'espace engendré par P et Q, si je l'applique en P, P, ça va être positif, parce que j'ai dit là. Donc j'ai une forme bilinéaire, donc je restreins, je vais l'appeler Q. Q, je restreins Q à vect de petit p et petit q. Donc q de pp, c'est strictement positif à cause de ça. Mais c'est une restriction d'une signature comme ça. On sait qu'il y a forcément un plus dans sa signature. Donc sa signature, c'est forcément plus, moins. Ça peut pas être moins, moins. Enfin, il y a forcément un plus et ça peut pas être plus, plus parce qu'il y a trop de moins, il n'y a pas assez de plus de l'autre côté. Donc si je regarde la signature, si je regarde le déterminant de ma forme, je vais avoir QPP, QQQ, QPQ, QQP. Le déterminant est négatif. Donc j'obtiens que QPP, QQQ est inférieur ou égal à QPQ, même strictement inférieur dans ce cas-là, au carré. Et ça, c'est exactement Alexandrov-Fenchel quand je l'ai réécrit avec des volumes mixtes. Donc là, on voit vraiment le lien avec les polynômes log concaves, etc. Donc toutes ces propriétés, elles sont aussi... Alors donc là, ça marche que dans des cas particuliers. Alexandrov-Fenchel, c'est un peu plus général, parce que je me prends n'importe quel polytope, j'ai pas la contrainte qu'ils aient tous le même éventail normal, mais en gros, on a le cas ouvert où tout se passe bien. Donc pour conclure, ces propriétés sont aussi vraies pour les éventails associés au matroïde. Donc on peut démontrer Alexandrov-Fenchel, etc. Et donc c'est un cas un peu plus compliqué parce que justement les éventails de matroïdes, contrairement aux éventails de polytopes, ne sont pas complets. L'union des cônes, c'est pas V étoile tout entier. Omid a dit que toutes les propriétés restaient vraies pour les éventails qui sont pas complets et qui se passent bien. Alors moi, il y a un truc que je sais pas, c'est le problème de Minkowski dans les cas des éventails pas complets et ça m'intéresse beaucoup. Donc j'aimerais bien essayer de... Donc cette algèbre, on la connaît bien. Qu'est-ce que c'est que pi de V, pi point de sigma quand sigma n'est pas complet, c'est pas clair. Donc, on a une définition algébrique de polytope, mais on aimerait bien avoir une définition, enfin, moi, j'aimerais bien avoir une définition géométrique et pouvoir refaire l'algèbre des polytopes dans ce cas-là. Et ça, j'aimerais, voilà, c'est une des choses qui me motive, c'est d'essayer de comprendre ça et pour essayer de résoudre le problème de Minkowski dans ce contexte-là. Dans ce contexte, le problème de Minkowski, c'est l'application là. On a une définition du problème de Minkowski, qui est pas bonne d'ailleurs, puisqu'on a des contre-exemples, mais... Non, je veux dire, ici, c'est l'application de alpha, l'action de pi1 dans pi d-1, c'est déjà ici, tout ça qui envoie alpha sur alpha puissance d-1. C'est bon, merci.